Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé donc par Code & Play. Donc je suis Laura de Code & Play, je serai votre animatrice aujourd'hui pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, cette conférence en ligne, aujourd'hui nous allons parler de l'éducation à l'informatique, à la pensée informatique. Et alors on pense toujours que pour faire ça, il faut avoir un ordinateur ou une tablette ou ce genre de choses. Et bien ici, on va voir aujourd'hui qu'avec du matériel assez simple et avec différentes techniques, on peut faire de l'informatique débranchée. Je vais vous présenter d'abord Code & Play rapidement. Alors Code & Play, nous sommes une association belge. Nous intervenons alors principalement, nous sommes là pour éduquer au numérique ou à l'informatique, ici de manière plus précise, la pensée informatique. Parce qu'on peut, les jeunes peuvent utiliser le numérique, et ils le font déjà beaucoup. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est amener les enfants à l'école primaire à comprendre la pensée informatique, parce que c'est quelque chose qui est très important, qu'il l'est de plus en plus dans notre société, afin aussi d'en faire des citoyens conscients du monde qui les entoure et d'utiliser cette informatique de manière active et pas uniquement passive, de ne pas être uniquement des consommateurs du numérique et de l'informatique en général. Donc, pourquoi nous sommes présents dans l'école primaire? Parce que pour nous, cette pensée, le langage informatique est assez particulier. Et on se dit qu'un peu comme une langue, plus on l'apprend tôt, eh bien, mieux on peut peut-être l'intégrer dans notre façon de penser. Et en plus, autre argument, c'est qu'à l'école primaire, il n'y a pas encore trop de stéréotypes qui sont installés par rapport à la manière dont la société fonctionne et qu'on a l'impression que pour atteindre et donner envie à tous les enfants, que ce soit les filles, les garçons ou quel que soit le milieu social, que tous les enfants puissent prendre goût à cette matière, et bien on se dit qu'à l'école primaire, c'est une bonne chose. Voilà, alors nous faisons des initiations gratuites dans les écoles, notamment ici maintenant pendant notre Code Week en octobre. Mais ce que nous faisons aussi beaucoup et principalement, c'est des formations pour enseignants. Et donc, c'est pour ça ici qu'on est là aujourd'hui. Ce webinaire, donc cette conférence en ligne est là pour vous donner des premiers outils. Mais l'idée, et après, si vous voulez aller plus loin, c'est de vous inscrire aussi à nos formations. Et donc, je vais mettre le lien dans la conversation sur Zoom et également le lien que je vais épingler sur Facebook. Je ferai ça tout à l'heure quand notre invité commencera à parler, parce que je sais faire plusieurs choses à la fois, mais il ne faut pas exagérer. Voilà, donc ça c'était pour présenter Code & Play. Je vais inviter notre conférencière du jour, Marie Duflo-Kremer, qui va pouvoir se présenter et présenter donc le sujet et de quoi nous allons parler. Voilà. Bonjour, c'est bon pour le son? Voilà, moi je l'entends en tout cas. D'accord, j'espère que les gens m'entendent. Donc, je m'appelle Marie Duflo-Kremer, je suis enseignante-chercheuse en informatique et je travaille à l'Université de Lorraine et en lien avec un centre de recherche qui fait notamment de l'informatique, qui est le centre INRIA à Nancy. Voilà. Mais ça, on s'en fiche un peu aujourd'hui. Ce qui est important, c'est une des choses que je fais en plus d'enseigner donc à des étudiants à l'université et de faire de la recherche en informatique, c'est de faire ce que chez nous on appelle de la médiation scientifique, c'est-à-dire parler pour moi de ma science, l'informatique, à des gens qui ne sont ni mes étudiants, ni mes collègues. Et j'aime beaucoup faire ce genre de choses au travers d'activités ludiques. Et j'aime bien l'idée qu'on m'a présenté un jour, et je suis tombée dedans et je n'en suis pas sortie, de présenter ça comme des activités d'informatique sans ordinateur. Donc, ça ne veut pas dire que je vais utiliser des tablettes ou des robots ou ce genre de choses. Non, moi, je fais de l'informatique avec ce genre d'outils. Ceci est un gobelet en plastique dans lequel j'ai fait tomber des petits jetons. Et ça me permet de présenter des concepts informatiques, parfois qui peuvent sembler, quand on ne les connaît pas, assez compliqués, mais ça permet de réfléchir à ces concepts d'une manière un peu différente. Alors, pourquoi j'ai commencé à faire de l'informatique sans ordinateur? Déjà, j'ai trouvé le défi assez rigolo de parler d'informatique sans utiliser un quelconque outil électronique. Je trouvais ça marrant au départ. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé certains avantages. Alors, il y a les avantages qu'on met en avant et d'autres qui sont quand même bien pratiques, mais qui ne sont pas les raisons principales de le choisir. La première chose, c'est que ce sont des activités qui sont très accessibles. Accessibles à la fois pour le public et à la fois pour les animateurs. Imaginez que j'ai envie de parler de parallélisme, le fait qu'un ordinateur puisse faire plusieurs choses en même temps, genre
un processeur multicœur qui fait ce genre de choses, et que j'ai envie d'en parler à des élèves de 5 ans. Vous imaginez bien que je ne vais pas m'amuser à décortiquer un ordinateur pour montrer que, de toute façon, je ne le verrai pas particulièrement, qu'il y a plusieurs centres de calcul et ce genre de choses. Mais au travers d'activités un peu différentes, on peut aborder des concepts très variés. Alors, on parle de choses plus classiques aussi, comme d'algorithmique, comme de programmation. On peut parler de choses très variées, comme des réseaux informatiques, des bases de données, ou même de la compression de données, ce genre de choses. Sauf que moi, j'en parle pas en faisant un cours magistral au tableau, j'en parle en jouant avec des marmottes, avec des aiguilles à tricoter ou avec des cartes à jouer. Alors la première chose, justement, c'est assez accessible parce que ce sont des activités ludiques pour lesquelles, au premier abord, on ne voit pas forcément le lien avec l'informatique, mais la façon dont on réfléchit, les solutions qu'on trouve ont un lien avec des solutions qui existent en informatique. Et c'est aussi assez accessible pour les intervenants parce qu'a priori, si j'ai envie de faire une activité autour de, mettons, d'algorithmique, eh ben, pour la préparer et pour pouvoir la mettre en œuvre avec des élèves ou en milieu extrascolaire, eh ben, j'ai besoin de maîtriser cette activité, de comprendre ce qu'il y a derrière et puis d'être capable de la refaire. Ce sont aussi des activités qui sont faciles à reproduire parce que personnellement, les gobelets que j'utilise, c'est des gobelets qui m'ont été donnés. Donc là, par le CNRS en l'occurrence. Et puis à l'intérieur, les jetons que je mets dedans et que je refais tomber pour la deuxième fois, ce sont des bouchons de briques de lait ou de jus de fruits. Et voilà, c'est un matériel assez facile à avoir. Alors, c'est différent d'une activité sur ordinateur, mais quand je veux faire une petite activité comme ça pendant un quart d'heure, installer tout le matériel informatique pour une petite activité, des fois on a l'impression que on a perdu plus de temps à installer qu'à faire l'activité. Il y a d'autres intérêts. Alors personnellement, quand je vais, ça m'est arrivé, alors maintenant j'ai un peu moins le temps de le faire, mais d'aller faire des activités en classe, je suis totalement à l'abri d'une panne matérielle. Un gobelet et un petit capuchon ne tombent pas en panne. Il y a des gens pour qui faire une activité informatique, ça devient difficile à aborder parce que il faut que je sois capable de faire tourner les machines, parce qu'il faut que je sois capable de mettre à jour des logiciels, qu'il faut que je sois capable de les relier éventuellement en réseau, de dépanner les problèmes quand il y en a, etc. Ce genre de choses. Quand on fait avec du matériel qui n'est pas électronique, le risque de panne est assez limité. Et donc ça, c'est un avantage que j'apprécie beaucoup quand j'interviens. Donc, ces activités aussi qu'on fait, elles demandent de réfléchir, ça c'est clair, c'est le but premier de l'activité, mais en règle générale, elles utilisent de la manipulation. Et donc, on va manipuler des objets, on va éventuellement coopérer, les échanger. Alors bien sûr, avec la crise sanitaire, faire des activités où on échange des choses, ça devient plus compliqué. Et de toute façon, là, je dois échanger avec vous au travers d'un ordinateur. Donc, j'ai dû trouver quelques activités qui pouvaient se faire selon ces modalités-là. Mais le fait de bouger en réfléchissant, c'est quelque chose qui aide les enfants et les grands aussi, et qui peut parfois aider à réfléchir, c'est-à-dire manipuler et voir les choses bouger, se déplacer. C'est beaucoup plus facile que d'écrire la solution à un problème sur une feuille de papier. Et pour certaines activités, elles demandent même de se déplacer. La coopération nécessite des déplacements sur un réseau. La façon d'exécuter un programme, c'est faire se déplacer un robot, et le robot, c'est un camarade de classe, par exemple. Et donc, ce genre de choses rend le concept qu'on manipule, l'algorithme, le programme, etc., beaucoup plus concret, et ça aide à comprendre. Alors, j'avais dit à Laura que je ferais un petit sondage. Laura, est-ce que tu peux donner aux gens le lien vers le premier sondage? C'est juste pour avoir une idée de qui vous êtes. Donc, c'est un sondage avec une seule question pour savoir si vous travaillez. Alors, travailler, ça peut être aussi dans le cadre associatif, etc. Voilà, si vous enseignez ou si vous interagissez avec des enfants d'une certaine classe d'âge, ou si vous intervenez pas avec des enfants. Et du coup, moi, ça me permettra d'avoir une idée de quel genre de choses je pourrais raconter et qu'est-ce qui pourrait plus vous intéresser. Alors, je ne sais pas si Laura a mis le sondage en ligne. Voilà, je l'ai mis dans l'onglet Converser.
Et je l'ai mis en commentaire sur Facebook aussi. Donc Voilà, il y a déjà une temps. réponse. Ah. 2 réponses. Alors, une fois que vous avez voté, je ne sais pas si ça apparaît automatiquement, mais vous avez moyen de voir les résultats. Donc, vous voyez l'espèce de camembert qui… Alors, pour l'instant, je ne sais pas si sur les deux côtés, il y a moins de votants que de participants sur le même outil que moi. Donc, je laisse un peu de temps. Donc, pour l'instant, il y a une grande majorité de personnes qui travaillent avec des enfants de 6 à 12 ans. Il y a donc… voilà, c'est… Pour l'instant, j'ai 64% de personnes qui travaillent avec des enfants de 6 à 12 ans, 9% de personnes qui s'occupent avec qui travaillent ou s'occupent d'enfants plus grands, et un quart des participants qui ne travaillent pas particulièrement avec des enfants, mais c'est pas grave. Moi, je travaille avec des enfants plus grands, enfin plutôt c'est des adultes. Et voilà. Donc pendant que le sondage se fait, je voudrais juste raconter une anecdote. Il y a une activité à un moment que j'ai fait pour présenter mes travaux de recherche. Donc je vais dire des gros mots, c'est exprès, c'est des gros mots qui ne sont pas faits pour être compris. J'ai présenté les algorithmes de calcul de points fixes pour le model shaking de la logique CTL. Ça, c'est des gros mots, on ne sait pas ce que c'est, mais j'ai présenté ça à des élèves de lycée. Donc, j'ai trouvé une façon de présenter ça à des élèves de lycée. Je trouvais ça chouette de présenter le contenu de mon cours de master 2e année de manière ludique, en 1 heure et quelques, à des élèves de lycée. Et ce qui est rigolo, c'est qu'après cette activité, une fois qu'elle existait, maintenant, au début de mon cours de master 2e année, ça m'arrive de reprendre l'activité où il y a le plan d'un château fort dans lequel on se déplace pour aller y trouver un trésor, pour introduire les différents aspects qui vont être présentés dans le cours. Donc parfois, l'activité ludique et concrète, elle réussit aussi à aider les étudiants pour qui le cours au départ était conçu. Alors du coup, là, les votes se sont un peu arrêtés. Donc on en est à 60% de personnes qui interagissent avec des enfants de 6 à 12 ans, 13% qui travaillent avec des enfants plus grands et 27% qui ne travaillent pas particulièrement avec des enfants. Voilà. Il y a aussi quelqu'un en commentaire qui dit qu'il travaille avec des enfants de 10 à 12, mais qui est intéressé aussi pour des enfants de maternelle à partir de 2 ans et demi. Donc, voilà, on peut… Alors, du coup, en fin de séminaire, Laura mettra un lien vers ma page web. Le fait est que donc, je pratique des activités qui n'ont pas été développées par moi, et aussi j'en ai développé des activités. Donc, celles que je vais présenter, c'est plutôt du travail de collaboration. Donc, il y a d'autres choses rigolotes que j'ai fait moi-même, mais qui ne sont pas forcément faisables par ordinateur interposé. Et sur ma page web, il y a donc des liens vers des explications de ces activités, parfois des documents qui permettent, en les imprimant, d'avoir le matériel pour produire l'activité. Et tous ces documents sont réalisés sous la licence Creative Commons. En gros, ça veut dire, s'il vous plaît, piquez-les-moi, s'il vous plaît, modifiez-les pour que ça aille à votre classe, s'il vous plaît, diffusez-les, c'est gratuit et c'est bienvenu. Voilà. Toute appropriation et rediffusion est bienvenue. La seule chose que je demande, c'est que vous citiez la personne chez qui vous l'avez piqué, en l'occurrence, si vous allez sur mon site. C'est moi ou c'est les personnes que je cite quand ce sont des activités qui n'ont pas été développées par moi. Voilà. Alors, donc, l'idée que j'avais, alors j'essaie de regarder l'heure qu'il est, c'était de tester une activité. Et donc, du coup, je vais demander à Laura de mettre en ligne le 2e sondage. C'est le dernier. D'accord ? Il y a aussi une question. Et moi, je vais me mettre… Voilà. Parce que j'ai pensé à 2 activités que je pourrais faire avec vous aujourd'hui. Alors, l'une des 2 nécessite que vous ayez un morceau de papier, si possible quadrillé, sinon vous allez devoir dessiner un quadrillage dessus, et un stylo ou un crayon. Voilà. L'autre nécessite juste qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui mette son micro et qui interagisse avec moi. Donc, les 2 activités que je propose sont faire du codage ou du décodage d'images en coloriant des pixels, ou bien parler d'intelligence artificielle avec des gobelets et des jetons, ceux dont je fais tomber les jetons depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, je vous laisse un peu de temps pour voter. Ces activités ont été pratiquées avec des élèves d'âge très variés.
je peux aborder l'intelligence artificielle, les plus petits, ils comprennent moins la profondeur de ce qu'on raconte et sur l'explication derrière, on va moins loin, mais on peut le faire avec des petits parce que ça les amuse, parce que ça ressemble à un jeu et on explique des choses. Et la partie codage, décodage d'images, ça nécessite que les enfants soient capables de compter parce qu'on va devoir compter des pixels. Voilà. Mais à partir de ce moment-là, et même pour les plus grands, c'est une activité qui est intéressante. Donc, j'ai pris volontairement 2 activités qui étaient faisables par ordinateur interposé et qui pouvaient se décliner sur des âges assez variés. Alors, il y a peu d'écart entre les deux. Donc, comme il y a moins de votants que tout à l'heure, je laisse un peu de temps encore pour voter, sauf s'il y a des gens qui ont disparu. Si vous n'arrivez pas à voter, vous pouvez essayer sur l'endroit où vous arrivez à discuter avec Laura, de lui dire, et je rajouterai au vote. Mais pour l'instant, c'est le codage et décodage d'images qui gagne. Moi qui ai posé mes petits gobelets sagement. Mais je raconterai un peu l'autre quand même. Hein, ça, quel que soit celui qu'on choisit, je raconterai un peu l'autre. Juste pour dire ce que vous avez manqué. Oula, ça se resserre encore plus. J'ai 55% et 45% pour l'instant. Parfait. Oui, donc, et comme tu disais, n'hésitez pas, hein, s'il y a la moindre petite question technique, je suis toujours là, même si le nombre de votants est pair et il y a 50% pour chaque. Alors, il faut qu'il y ait au moins une autre personne qui vote parce que sinon, je ne sais pas décider. Ou alors, je vote moi, mais… Je ne sais pas si c'est de la triche. Ouais, je sais pas non. Allez, je laisse encore quelques secondes, sinon c'est Laura qui décide. Alors, prépare-toi, Laura. Ouf, oh, zut. Bon, bah, Laura, c'est toi qui tranches. Ah, si. Que veux-tu aujourd'hui? Ah, non, trop tard. Trop tard. Alors, je vais arrêter les votes ici. Ouais, c'est stop. codage, décodage d'images. Alors, j'espère que ce n'est pas quelqu'un qui a triché et qui a voté 2 fois, sinon ça ne vaut pas. Donc, on va faire du codage, décodage d'images. Mais avant ça, je vais juste vous montrer un tout petit peu à quoi aurait ressemblé l'autre activité. Mais elle est expliquée sur ma page et donc vous pourrez aller regarder à la fin. Donc, pour cela, je vais changer de caméra. Voilà. Donc, normalement, vous voyez un autre angle et vous voyez ma table et ma main gauche. Voilà. Donc, si vous voyez sur ma table, il y a des petits gobelets ici. Dans chaque gobelet, alors maintenant, je n'ai plus besoin de les renverser parce que vous pouvez voir, parce que la caméra est d'en haut. Dans chaque gobelet, il y a des petits jetons. Et ces petits jetons, il y en a 3. Et ça sert à jouer à un jeu. Donc, devant moi, il y a 8 objets. Donc, ici, ce sont des stylos. Ça peut être ce que vous voulez. Et c'est un jeu qui s'appelle le jeu de Nîmes qui consiste à ce que 2 joueurs prennent chacun leur tour 1, 2 ou 3 objets. Et celui qui prend le ou les derniers objets a gagné. Donc, typiquement, si vous me laissez 2 objets sur la table, je prendrai ces 2 objets et je gagnerai. Sauf que ici, l'idée du jeu, c'est de faire jouer un humain contre une machine. Et la machine, elle est ici, elle est constituée de gobelets. Au début, la machine, elle va tirer au hasard parce qu'elle a le droit de prendre 1, 2 ou 3 objets. Et donc, du coup, elle a 3 petits jetons qui correspondent à en prendre 1, 2 ou 3. Et au fur et à mesure des parties, elle va… Alors, je vais remettre la caméra sur moi parce que vous avez vu le matériel. Au fur et à mesure des parties, quand je dois jouer, je vais tirer au hasard parmi les gobelets qui sont dans les jetons qui sont dans le gobelet. Mais si la machine gagne une partie, elle va continuer à jouer comme elle jouait avant. Et si la machine perd une partie, elle va enlever des jetons dans les gobelets pour devenir de plus en plus efficace au jeu. Et avec la configuration que j'ai choisie, au bout d'un moment, la machine devient… arrête de perdre. À partir d'un certain nombre de temps, la machine ne perdra plus une partie à ce jeu. Voilà. Et donc, du coup, on peut parler d'apprentissage parce qu'en intelligence artificielle, justement, c'est un mécanisme d'apprentissage. La machine, je ne lui ai pas donné la stratégie du jeu. Je lui ai expliqué qu'elle prenait au hasard et qu'elle allait essayer d'éviter les erreurs qu'elle avait fait avant en enlevant des jetons dans ses gobelets. Et au fur et à mesure des parties, elle va découvrir la stratégie gagnante à ce jeu. Voilà. Mais vous avez choisi de faire autre chose. Alors, du coup, je vais ranger mes gobelets. Hop. Désolée, juste pour avoir de l'espace sur la table pour pouvoir y mettre quelque chose. Alors, voilà. Alors, comme je veux montrer que ce que je fais, c'est… Pardon, excusez-moi, je change de caméra. Comme je veux montrer que ce que je fais, c'est quelque chose de réutilisable par tout le monde et avec pas beaucoup de moyens, et bien du coup, j'ai fait la version faite main. Donc, du coup, je vais descendre ma caméra. Hop là. Alors, ce serait mieux si la caméra était comme ça, parce que du coup, vous voyez les choses dans le même sens que moi. Hop.
Désolée. Ah non, mais elle a envie de les fatiguer, la caméra. Hop, je cadre bien. Vous voyez, ceci est une image. Alors, avec les enfants, on peut discuter sur le fait qu'une image, alors moi, je n'ai pas bien colorié mes pixels, d'accord? Et donc, une image en informatique, elle est composée de petites cases. Donc ici, ceci est une petite case élémentaire. Et cette petite case, elle est définie par une couleur. Donc, pour montrer ça, on peut utiliser, ça dépend du format de l'image, mais pour le format standard, le format bitmap, c'est justement une carte map d'informations et de petits éléments qui s'appellent les pixels. Donc, une image, c'est juste une grande carte composée de petits carrés et chaque petit carré, il est d'une certaine couleur. Si jamais vous avez assez de petits carrés et assez de couleurs différentes, l'œil nu ne va pas se rendre compte que votre image est composée de petits carrés et vous allez avoir une image qui sera très jolie à regarder à l'œil. Mais si vous la zoomez, vous avez moyen, à part si vous travaillez sur des images particulières qui s'appellent les images vectorielles, de mettre en évidence le fait que mon image est composée de plein de petits carrés. Et donc se pose la question, comment l'ordinateur va coder ces petits carrés? Alors déjà, moi, mon image, c'est un format assez simple. C'est un format noir et blanc. Donc, du coup, mes cases sont soit blanches, donc pas coloriées comme celle-ci, soit, on va dire, noires, enfin c'est bleu parce que j'ai un marqueur bleu, c'est colorié comme celle-là. Donc, une première façon de coder cette image, si je devais la coder, ce serait de dire une suite de mes différentes cases. La première case, elle est blanche, la deuxième, donc je pourrais écrire comme ça, la première case est blanche, la deuxième case est blanche, la troisième case est noire, la quatrième est noire, la cinquième est blanche, etc. Donc ça, ce serait... Ah, pardon. Si je dézoome, c'est mieux. Alors moi, je vois l'image à l'envers. Laura, est-ce que tu peux me confirmer que tu la vois à l'endroit? Oui, elle est bien à l'endroit. D'accord. C'est juste pour moi, pour me faire un retour. Voilà, je la vois à l'envers. C'est pas grave, moi je regarde la feuille de papier. Donc ici, c'est un codage possible de dire blanc, noir, blanc, noir. Et puis ensuite, on peut parler du fait que dans un ordinateur, toutes les informations sont codées en binaire, avec des 0 et des 1. Et ici, comme j'ai que deux couleurs, blanc et noir, je peux décider que blanc, par exemple, c'est 0 et noir, c'est 1. Et donc, mon image ici, je me retrouverai avec une image qui a une succession de... Alors, j'ai 10 pixels de large et 10 pixels de haut. Ça veut dire que mon image, elle en a 100. Mon image, ce serait une succession de 100 chiffres binaires comme ça, 0 ou 1. Donc, si j'en mets 100 comme ça, je me retrouve avec tout le codage de mon image. Et puis, alors, quand je code une image, en vrai, je dois dire une autre chose. Je dois dire d'abord, mon image, elle est de taille 10 x 10. D'accord? Et une fois que j'ai dit que mon image, elle faisait 10 pixels de large et 10 pixels de haut, je peux mettre tous les pixels les uns à la suite des autres. D'accord? L'ordinateur, quand il va devoir la reconstituer, il va prendre les 10 premiers. Alors, je vais continuer. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Donc ça, c'est le codage de la première ligne. 3, 6, 9, 10. Je ne me suis pas trompée. Donc le codage de ma première ligne en binaire, c'est ça. Mais comme j'ai dit que mon image, elle était 10 x 10, et bien après, je peux à la suite continuer à dire que le premier pixel de la deuxième ligne, c'est blanc, ensuite c'est noir, ensuite c'est blanc, blanc, etc. Et continuer à coder mon image. Sauf que si je dois coder une image qui fait 10 pixels sur 10 pixels, je dois écrire 100 chiffres binaires ici. Si jamais mon image, elle faisait 100 pixels sur 100 pixels, j'en aurais 10 000 à écrire, et etc. Plus je grandis mon image, plus le codage ici est long. Alors, en informatique, un des objectifs quand on code de l'information, le premier objectif, c'est à partir de mes 0 et des 1, l'ordinateur doit être capable de reformer l'image. Parce que le but, s'il le stocke avec des 0 et des 1 dans sa mémoire, c'est son problème. Moi, je vais vouloir afficher l'image telle qu'elle est ici. La deuxième chose, c'est que tant qu'à coder l'image, on aimerait bien qu'elle prenne le moins de place possible. Et pour les images comme ça, les images avec, surtout en noir et blanc, c'est assez facile parce qu'on a des longues plages de pixels de la même couleur. Ici, j'ai 6 pixels qui se suivent et qui sont blancs. Ici, j'ai même mieux, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7 qui se suivent et qui sont blancs. Et bien, il existe un codage qui s'appelle, on l'appelle RLE pour Run Length, je vais écrire correctement l'anglais, encoding. Et donc, du coup, ça va nous donner, ça va coder la longueur de plage de la même couleur. Et sur cet exemple ici,
au lieu de dire il est blanc, il est blanc, il est noir, il est noir, il est blanc, etc., je vais dire que j'ai 2 pixels blancs. Alors, je pourrais l'écrire comme ça. Alors, hop. J'ai 2 pixels blancs, puis j'ai 2 pixels noirs, puis j'ai 3 pixels blancs, 2 noirs. Et puis ensuite, si vous vous souvenez tout à l'heure, j'enchaînais les pixels d'une ligne et puis ça enchaînait sur la ligne d'après. Mais ici, je peux faire pareil parce que si j'ai dit que mon image, elle est 10 par 10, là, mes pixels blancs, j'en ai pas un seul, j'en ai un. Et puis sur la ligne suivante, j'en ai un deuxième. Donc, j'ai 2 blancs qui suivent et je continue. Ici, j'ai un noir, etc. Et je peux continuer comme ça. Mais si je réfléchis, en fait, dire blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, comme ça s'enchaîne, je n'ai pas besoin de dire que j'en ai 2 blancs, puis 2 noirs, puis 3 blancs. J'ai juste besoin de définir une convention. L'ordinateur sait qu'il va commencer par un nombre de pixels blancs, par exemple. Et donc, la seule chose que je dois écrire maintenant, c'est j'en ai 2, puis j'en ai 2, puis j'en ai 3, puis j'en ai 2, 2, 1, etc. Et donc, avec ce codage, je sais que je vais devoir laisser 2 pixels blancs, puis colorier 2 pixels en noir, 3 en blanc, 2 en noir, 2 en blanc, 1 en noir, etc. Et pour mon image ici, si je vous montre ce que ça donne, alors je vais encore devoir dézoomer un petit peu. Hop là. Le codage de toute mon image, vous voyez le début, 2, 2, 3, 2, 2, etc. Hop, je décale. Le codage de toute mon image, il tient ici. Donc le codage se fait en 41 nombres. Le plus grand, c'est 14, et c'est 14 parce que, alors je vais décaler hop, le fil de la caméra, c'est 14 parce qu'à la fin, j'ai 4 pixels blancs ici et 10 pixels blancs qui se suivent. Et donc, du coup, je me retrouve avec ma dernière plage ici, c'est 14 parce que j'ai 14 pixels blancs de suite. Donc, quand j'ai l'image, je compte les longueurs des plages de pixels et ça me donne le codage. Et quand j'ai le codage, je dis que l'image, elle est 10 par 10. Puis, je donne ce codage-là et je suis capable, je dessine mon cadre de 10 sur 10 et puis je suis capable de dessiner des plages consécutives de 2 blancs, puis 2 noirs, puis 3 blancs, etc. Et ça me reconstitue toute mon image de cœur. Alors, quand on fait ça avec les enfants, en fonction du temps qu'on a à faire, alors je vais un instant hop, changer de caméra. Donc, quand on fait ça avec des enfants, en fonction du temps qu'on a à faire, soit on leur donne le codage et on leur demande de coder une image avec ce codage. Et ensuite de la décoder. Alors moi, mon image, elle fait 10 pixels sur 10 pixels, c'est grand, mais on peut faire avec des images plus petites. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va l'essayer sur une plus petite image. Soit, si on a plus de temps, on peut commencer dès le départ à se poser la question de comment on pourrait représenter une image. L'ordinateur, il ne va pas dessiner à l'intérieur de sa mémoire l'image, il va devoir utiliser un code pour le faire. Comment il ferait ça et comment nous, on pourrait l'écrire. Alors, si vous voulez amener le binaire à ce moment-là, vous pouvez utiliser des petits jetons. Alors, moi, j'ai des petits jetons qui ont un côté qui est blanc et l'autre côté qui est noir. Et donc, du coup, ils vont devoir comprendre que donc, mes jetons, il y a écrit 0 et 1 dessus. Et bien, 0, ça va être blanc, par exemple, et 1, ça va être noir. Et ils codent comme ça l'image. Pour la petite histoire, il existe un format d'image qui est réel, qui existe, qui consiste à coder le blanc et le noir par 0 et 1. Alors, j'ai oublié parce que ma mémoire immédiate n'est pas géniale, lequel est 0 et lequel est 1, mais il y a un format de stockage d'images qui s'appelle le format PBM, je crois, pour Portable Bitmap, qui consiste à stocker des images noires et blancs avec justement des 1 et des 0 écrits les uns à la suite des autres, comme je vous proposais de le faire tout à l'heure. Donc, on peut les amener à faire ça et ensuite à essayer de réfléchir comment on pourrait stocker l'image en prenant moins de place. Parce que ici, si j'ai une image de 10 x 10, je vais écrire 100 fois le chiffre 0 ou le chiffre 1. Voilà. Alors, je vous ai dit que pour faire l'activité de codage d'image, il fallait une feuille de papier et un stylo. Et donc, du coup, c'est le moment d'avoir ça, donc un crayon, un stylo, n'importe quoi, quelque chose avec lequel vous pourrez essayer de faire ce que moi j'ai fait sur ma feuille de papier. Et je vais vous proposer le code d'une image. Alors, parce que vous avez peut-être un peu moins de temps et qu'après, si on a le temps, on va faire un tour de magie. Je vous ai proposé le code d'une image 5 par 5. Donc, la voilà. Donc, mon image, elle fait 5 pixels par 5 pixels. Et le code qui est ici,
c'est le code de mon image. Alors, je l'ai mis ligne par ligne parce que quand on fait une grande ligne, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Moi, tout à l'heure, je pouvais suivre avec le doigt le codage, mais vous, non. Donc, l'idée, c'est de dessiner une grille 5 par 5. Donc, je vais faire la même chose que vous. Voilà. Et pendant que tu dessines, juste une question ici d'Amélie qui demande comment l'ordinateur sait-il si on commence par un noir ou un blanc? Alors, c'est une convention. Quand on fait du codage RLE, il faut avoir convenu avant de commencer par des blancs ou des noirs. Alors, moi, j'ai choisi ma convention ici, le 1, ça veut dire que je commence par une case blanche. Mais qu'est-ce qui se passe si le dessin que je veux faire, c'est, j'en sais rien, hop. Parce que j'ai ma convention, je dis que je commence par les blanches, mais maintenant, le dessin, je peux faire celui que je veux. Imaginez que mon dessin, c'est une croix comme ça. Hop. Attention qu'on ne la voit pas à l'écran. Je vais le décaler dans un instant. Ouais. Hop, 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 hop. Mais il faut que je... non, si, c'est bon, j'ai de la place. De vous laisser le code pour ceux qui veulent dessiner. Voilà. Mon image, c'est une croix ici. Voilà. Et le premier pixel est noir. Donc la question, c'est quel est le codage que donnerait cette image? Je dois dire par combien de pixels blancs je commence. Et bien la réponse, c'est que je commence par 0 pixels blanc. Donc oui, j'ai besoin d'une convention, mais je peux représenter toutes les images parce que celle-là, l'idée, c'est juste de commencer par 0 pixel blanc, puis un noir, puis 3 blancs, etc. Voilà. Donc pendant ce temps-là, j'espère que vous avez avancé sur votre image. Après, je vais essayer de faire la mienne, mais c'est plus rigolo si vous essayez de le faire. Et pendant que vous dessinez, s'il vous reste un petit bout de neurone à me consacrer, donc sur ma page, l'activité, elle s'appelle « Dessine-moi un pixel ». Et avec cette activité, donc non seulement vous pouvez réutiliser des codages que j'ai faits pour une image, d'accord, un code qui fait une image, mais j'ai aussi des codes qui font un morceau d'image. L'idée étant que vous partagez le code d'une plus grande image en plusieurs petits morceaux. Les gens réalisent leurs petits morceaux d'image et ensuite vous mettez côte à côte les différentes images réalisées et ça fait une sorte de fresque. Alors, je l'ai testé avec des images en 4 morceaux, je crois. Je l'ai testé avec des images en 25 morceaux. Donc, pareil, on s'adapte à la taille du public qu'on a. Et le plus grand que j'ai fait, c'était une image qui était codée en 100 petites images. Donc, il y avait 10 petites images sur 10 petites images. Et chaque petite image, elle avait 100 pixels aussi. Donc, au final, ça permettait de faire une grande image. C'est le genre d'activité qu'on peut faire. Alors en France, on a, je laisse toujours l'image, donc vous ne voyez pas, désolé, mais en France, on fait, quand on n'est pas bloqué par des problèmes sanitaires, tous les ans, une fête de la science qui a lieu pendant quelques semaines, justement en ce moment, au mois d'octobre. Et l'idée, c'est de partager la science. Et moi, quand je vais à la fête de la science, où on accueille quelques centaines de personnes dans la journée, je fais réaliser une fresque et chaque personne qui passe réalise un morceau de l'image et on les accroche sur un grand tableau et au final, ça fait une grande fresque. Il y a une photo de ça sur ma page, vous pouvez aller regarder. Alors, je ne sais pas si vous avez fini votre image, mais juste pour avoir la solution et voir à quoi ça va ressembler, je vais faire le codage. Donc ici, l'idée, c'est de laisser un pixel blanc. Donc le premier pixel, je ne le colorie pas. Ensuite, de mettre 3 pixels noirs. Voilà. Un pixel blanc, c'est celui-ci. Un pixel noir, c'est celui-là. J'en suis là, je continue. J'ai 3 pixels blancs, donc je laisse les 3 pixels du centre ici blancs. Je dois en faire 2 noirs, donc c'est le dernier de cette ligne et le premier de la suivante. 3 blancs de nouveau, pardon, j'ai bougé. 2 noirs, donc c'est celui-ci et celui-là. Encore 3 blancs, donc ces 3-là. Un noir ici. Un blanc ici. 3 noirs là. Et le dernier pixel, il est blanc. Et donc, j'ai dessiné un espèce de rond, d'accord? Alors, je voulais faire un truc qui allait vite parce que ce soir, il faut que j'essaye de ne pas trop déborder. Et donc, du coup, voilà, le code que je vous avais mis ici à gauche permet de reconstituer l'image. Alors, si vous réagissez sur le chat que je ne vois pas avec Laura, vous pouvez dire si vous trouviez que c'était facile, si ça allait, si c'était un peu rapide ce que j'ai expliqué.
Voilà. Donc, l'activité qu'on peut faire, ça peut être donner un code et demander l'image ou donner l'image et demander le code. On peut aussi faire cette activité. Alors, je vais repasser sur mon visage. On peut aussi faire cette activité en les faisant collaborer 2 à 2. Un enfant code une image, l'autre la décode, pardon. Et puis ensuite, on échange de rôle. Un enfant code une image et l'autre le décode. Voire, on peut le faire en même temps. Chacun choisit une image et la code. Et ensuite, ensemble, ils échangent leur image, ils échangent le code de leur image qu'ils donnent à leur collègue qui doit ensuite réaliser l'image. Alors, le côté fresque, ça prend un peu plus de temps. Ça peut se faire après avoir fait des petites activités sur des petites images. Parce que quand on fait une image 10 par 10, c'est plus facile de se décaler et de se retrouver avec une image qui ne marche pas bien. Mais justement, c'est très intéressant de voir. Alors, il faut qu'à bout d'un moment, les gens arrivent à faire l'image, mais c'est intéressant de voir les erreurs parce que parfois les erreurs, on a oublié de colorier une case, on a colorié une de trop et ça décale juste un peu vers la droite, par exemple, ou vers la gauche, la suite de l'image. Mais on la reconnaît. À un endroit, c'est décalé, mais ça décale l'image. Et par contre, si à un moment on se trompe et on colorie en blanc ou en noir des pixels et on décale la couleur, et on va se retrouver à partir d'une certaine ligne à avoir l'image en négatif par rapport à ce qu'on devait avoir. Et donc des fois, on arrive à reconnaître l'image. On voit bien qu'on s'est trompé, mais on arrive à reconnaître ce que ça aurait dû être. Et justement, ça peut être intéressant parce que si dans un ordinateur, il y a je ne sais pas, un défaut de la mémoire de l'ordinateur, il peut y avoir quelque part soit un 1 qui est changé en 0 quelque part. Donc alors, quand on faisait du codage, un pixel blanc, c'est 0, un pixel noir, c'est 1. Si vous changez un 0 en 1, ça modifie un pixel et ça ne se voit pas beaucoup. Avec notre format compressé, ici, si on ne se trompe pas, ça prend beaucoup moins de place en mémoire, surtout si on a des grandes plages de pixels de la même couleur, ça compresse beaucoup les informations. Mais par contre, si on se trompe, ça peut tout décaler, voire ça peut inverser les couleurs sur toute la suite. Donc, voir les erreurs, ça permet aussi de voir qu'est-ce qui peut se passer si à un moment, il y a un composant informatique de l'ordinateur qui ne marche pas très bien et que du coup, les couleurs sont changées, ou si le codage, la compression, le programme a été mal fait, ça peut totalement tout décaler. Voilà. Est-ce que Laura, il y a des questions sur cette activité ? Alors, questions, non, mais des remarques. Donc voilà, Amélie qui dit que c'était très bien expliqué. Et alors, Christophe nous dit que c'est très sympa et que ça pourrait plaire aux enfants. Donc, sans doute le côté de pouvoir dessiner, de l'accrocher, moi je trouve ça très chouette aussi. Ouais. Et alors, il propose qu'on pourrait aussi écrire des lettres ou des messages codés pour les motiver. Oui, on pourrait faire en sorte que chaque petite image code un bout. Alors, dans la grande fresque de 10 images par 10 images que j'avais faite, c'était un texte écrit. Donc, j'avais pris une image, je l'avais pixelisée à fond pour qu'elle fasse seulement 100 pixels de large et 100 pixels de haut. Et puis ensuite, quand l'ordinateur la pixelise, des fois, il met des pixels, mais c'est plus très lisible. Donc après, j'avais... avec un logiciel de traitement d'image, j'avais rajouté des pixels où pour moi il en manquait, j'en avais enlevé à certains endroits. Et puis ensuite, ce truc-là, donc j'ai écrit un programme. Alors, pour utiliser le programme, là, il faut avoir le temps de lancer un programme. Donc, un jour, si j'ai le temps, peut-être, j'écrirai un programme Scratch pour le faire. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce que du Scratch, en général, ça fait moins peur et c'est facile, tout le monde peut l'exécuter. Suffit d'avoir accès à un navigateur et puis en général ça se passe bien. Mon programme il est écrit en Python et si on exécute ce programme, ça permet de passer d'une image enregistrée sous le format particulier que je vous avais dit au codage compressé que je vous ai donné. Ou non, mon programme il fait que dans ce sens-là parce que le décollage, moi je le fais faire par des enfants. Donc il y a des gens qui ont travaillé sur écrire un programme qui faisait le travail dans les deux sens, passer d'une image à la compression ou de la compression au dessin de l'image. Voilà. Donc, j'ai des collègues en France, parce qu'en France, depuis l'année dernière, il y a des cours d'informatique en quantité assez grande au lycée. Et au lycée, ils doivent apprendre la programmation. Et donc, il y a des collègues qui se sont appropriés ça pour le faire en programmation avec leurs élèves. Ça peut se faire, alors en France, ce qu'on appelle le collège. Donc, notre collège, il commence, pour ceux qui en Belgique, est la dernière année de primaire. Les élèves en France doivent faire de la découverte de l'algorithmique et de la programmation avec Scratch.
Et ça pourrait se faire aussi éventuellement un projet de Scratch, mais je trouve que pour des élèves de secondaire, c'est quand même assez compliqué. Alors, pour la dernière activité, je vais vous demander une seconde parce que je vais vous proposer. Donc, Laura, je te laisserai me reposer des questions. Donc, vous avez 30 secondes pour vous poser des questions. Je vais aller chercher ma fille qui s'appelle également Amélie. Ce n'est pas fait exprès, ce n'est pas pour copier. Et qui va m'aider à vous faire un tour de magie. Voilà, je vais la chercher et je reviens. Parfait. Alors, on va pouvoir tester directement avec un enfant, c'est super. Donc voilà, comme Marie disait, si vous avez des questions, mettez-les maintenant, voilà, soit en commentaire pour ceux qui me suivent sur Facebook, soit ici dans le petit onglet questions et réponses qui est prévu pour ça. Donc, voilà. Alors, je remets mon micro. Je vous présente Amélie. Amélie a 11 ans et elle est en première année de secondaire chez nous, donc deuxième année, donc dernière année de primaire chez vous. Et donc, Amélie va réaliser un tour de magie. Et ce tour de magie, alors, en vrai, si on était face à face, vous verriez qu'elle ne triche pas et qu'elle ne regarde pas. Comme je vais devoir changer de caméra pour vous montrer ce qu'il y a sur la table, tu me passes les cartes? Ah non, elles sont cachées là, ouais. Tu peux me passer les cartes? Voilà. Comme je vais devoir choisir. Ah oui, tu as choisi des As. Ok, elle a choisi des As. C'est elle qui avait pu choisir les couleurs, les cartes. Et donc, comme je vais devoir cadrer sur la table et pas sur Amélie, vous allez devoir faire confiance à Amélie sur le fait qu'elle n'est pas en train de tricher. Alors peut-être que je vais pouvoir cadrer pour voir qu'on voit ton dos. Mais voilà. Alors, le principe, je vais changer de caméra encore une fois. Voilà, on va changer. C'est qu'ici, il y a 3 cartes. Alors, Laura, est-ce que tu peux, d'autorité, désigner une personne qui va mettre son micro et qu'on va autoriser à parler? Alors, peut-être qu'on peut faire les deux Amélie, si c'est voilà, c'est rigolo. Donc, la personne qui va le faire, c'est Amélie. Donc, mon Amélie ne vous entend pas. Par contre, Amélie, regarde, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux te mettre ici, tu peux t'avancer, comme ça on voit. Déjà, vous voyez ces magnifiques chaussons. Voilà, vous avez le ventre d'Amélie dans le cadre. Et donc, Amélie, ah oui, non mais c'est compliqué. Ouais, la grande Amélie. Voilà, l'Amélie qui est à côté de moi, je vais l'appeler Mélie. Et si je dis Amélie, donc c'est pour toi. Je tutoie tout le monde. Est-ce que tu es allergique au tutoiement? Non, pas du tout. Alors, c'est parfait. Ok. Donc, Amélie, l'idée, c'est qu'à un moment, tu vas choisir une carte et je vais faire quelque chose dans le tour de magie et Mélie, qui est à ma gauche, va retrouver. Elle est en train de se moquer de moi parce que je me trompe de son prénom. Donc, Mélie, tu regardes les cartes? Oui, tu as vu les cartes? Oui, c'est bon. Donc, elle se retourne. Attends, recule-toi, comme ça, on voit que tu es dos. Voilà. Là, c'est le dos. Alors, regardez, le devant, il y a… ah oui, non, on ne voit pas sur le t-shirt qu'il y a un dessin. Ouais. Sinon, on voit les pieds. On fait confiance. Voilà. Et ça, c'est le dos. Hop, voilà. Voilà. Alors, donc, Amélie, tu vas devoir choisir une carte. La bonne nouvelle, c'est que comme j'ai… je n'arrive pas à cadrer correctement. Comme j'ai des écouteurs, tu peux dire le nom de la carte et elle ne l'entendra pas. D'accord. Le 1, l'as de cœur. D'accord. Donc, tu as choisi cette carte-là. Oui. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est que la carte que tu choisis, je la mets à l'envers. Voilà, c'est facile, elle va facilement retrouver. Et les 2 autres cartes, avant de les mettre à l'envers, je vais les échanger. D'accord? Je les ai échangées de place et je les mets à l'envers. Voilà. Alors, elles ne sont pas toutes dans le même sens. Je vais les mettre toutes dans le même sens. Je vais élargir le cadre pour que quand je les fasse bouger, ça se voit encore. Maintenant, Mamélie à moi se retourne. Voilà. Alors, on ne la voit plus. Donc, voilà. Je suis très forte en cadrage de caméra, comme vous avez pu le constater. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais échanger les cartes. Si vous faites ça avec des gens et que les gens sont face à vous, les gens peuvent les bouger elles-mêmes. Eux-mêmes peuvent bouger les cartes. Ok, donc moi je vais échanger les cartes et là Mélie est en train de regarder, on voit parce qu'on voit son t-shirt coccinelle, donc elle est de face, voilà, et elle va suivre les cartes des yeux et à la fin, hop, hop, tu me dis quand tu te lasses, tu peux parler parce que les gens t'entendent. C'est bon, ça va? Ok, donc Mélie va prendre une carte, vas-y prends une carte, voilà, elle va la regarder en secret et elle va nous dire
Vous avez choisi l'as de cœur. Bravo, Amélie. Alors, elle a dit bravo Amélie. Je dois traduire, d'accord? Ok, maintenant vous avez compris ce qui va se passer. On va le refaire une fois. Je vous ai eu par surprise la première fois. Et la question que je pose, c'est comment a-t-elle fait? Donc, si vous avez déjà une idée, vous pouvez mettre ça dans le chat que Laura va me redire. Donc, ok, je repose les cartes. Mélie, c'est bon. Mélie se retourne, donc elle est de dos ici. Hop là. Et donc, Amélie, vu que c'est toi qui as le micro allumé, je te demande de choisir une carte. Ça peut être la même, ça peut être une autre. Oui, je vais rechoisir encore l'as de cœur. Ok, donc tu as choisi cette carte-là. Oui. Je la mets à l'envers. Et les deux cartes que tu n'as pas choisies, je les échange et je les mets à l'envers. Alors, je me retrouve encore avec une carte dans le même sens que les autres. Ça ne va pas du tout. Ok. Mélie, tu peux te retourner. Et je peux échanger. Alors, y a des gens qui disent, en fait, les premières qu'on touche, ça dépend de la carte qui a été choisie. Alors, juste pour contrer ça, Amélie, est-ce que tu peux me dire quelles sont les deux premières cartes que je vais toucher? Donc ça, c'est la gauche, le milieu et la droite. J'en sais rien. Non, ah oui, c'est toi. Dis-moi toi, vas-y. Je touche quoi en premier? Le milieu et la gauche. D'accord, le milieu et la gauche. Ok, c'est parti. Hop, je mélange. T'es concentré quand même. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Voilà. Elle regarde une carte en secret et elle dit qu'on a choisi L'as de cœur. Est-ce que tu peux la poser? Voilà. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Donc, j'ai Amélie qui réagit parce que les autres n'ont pas leur micro et qui dit que c'est assez impressionnant. Donc, ils sont impressionnés. Alors, du coup, je vais remettre un tout petit peu que vous voyez le visage d'Amélie, de ma Amélie à moi. Alors, la question, est-ce que quelqu'un... donc, Amélie, tu peux le dire en parlant, mais les autres, si vous avez une idée, vous pouvez l'écrire. Et Laura, je compte sur toi pour me dire si quelqu'un a dit quelque chose. Moi, je n'ai aucune idée. Mais je veux savoir. Oui, il me reste 9 minutes et j'aurai le temps d'expliquer le truc. Donc, il y a la petite sœur de Mélie qui aimerait bien avoir de l'attention, mais tout à l'heure, s'il te plaît, 10 minutes. Voilà, pour le moment, personne. Oui, il y a une question ici, mais que je dirai après, comme ça on termine ici. Mais personne n'a l'air d'avoir d'idée sur comment ça se fait. Mais moi non plus d'ailleurs. Alors, donc du coup, je vous ai convaincu que ce tour est bluffant. Alors, je le fais avec Mélie parce que sa petite sœur, des fois, elle n'a pas envie. Et des fois, elle est concentrée et ça marche. Et des fois, ça marche moins bien. Mais la première fois que je l'ai fait avec sa petite sœur, elle avait 5 ans. Et demi, peut-être. Donc, vous venez de vous faire bluffer par un tour de magie qui est réalisable par un enfant de 5 ans et demi. À ce moment-là, vous dites, Marie, elle est vache avec nous. Parce que quand même, je comprends moins bien qu'un enfant de 5 ans et demi, c'est vache. Non, pas du tout. Ne te cache pas derrière moi. Ce que je viens de vous montrer, c'est qu'il est possible de faire un tour de magie qui est assez facile pour être réalisé par un enfant de 5 ans et demi qui connaît le truc, mais qui est assez bluffant pour réussir à bluffer des adultes qui ne connaissent pas le truc. Quand j'explique ça, j'aime bien utiliser l'image suivante, c'est-à-dire que ce que fait Mélie ici, c'est qu'elle a une recette très détaillée de comment réaliser un plat, d'accord ? Un plat de cuisine. Elle a la recette très précise avec le grammage, comment on fait chaque étape, etc. Et elle a suivi la recette. Vous, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le plat qui était cuisiné, je l'ai posé sur une table devant vous, je vous ai dit, vous n'avez pas le droit de le toucher, mais refaites-moi le même. Vous n'avez pas le droit de le goûter, vous n'avez pas le droit de le toucher, vous n'avez pas le droit de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous devez me refaire exactement le même plat. Et bien ça, c'est beaucoup plus difficile. Si je veux parler en termes informatiques, ici, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a suivi une recette informatique, ça s'appelle un algorithme. Elle a suivi étape par étape un algorithme. Vous avez vu l'algorithme se dérouler sous vos yeux, on ne vous a pas expliqué, on ne vous a pas montré les étapes et on vous demande qu'est-ce qui s'est passé. Et bien ça, c'est difficile à faire. Mais par contre, à comprendre le truc, c'est moins difficile. Alors, Amélie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Là, maintenant, c'est toi qui vas faire le tour de magie. Parce que Amélie, elle est fatiguée, n'est-ce pas que tu es fatiguée? Oui, elle est fatiguée. Donc, pour comprendre comment on fait le tour de magie, en fait, tu vas le faire. Ok. Ok. Donc, tout comme tout à l'heure, tu as eu confiance en elle dans le fait qu'elle ne regardait pas quand elle ne devait pas regarder. Pareil, on va avoir confiance en toi dans le fait que tu regarderas quand il faut et que tu ne regarderas pas quand il ne faut pas. Donc, je change de caméra pour que tu revoies les cartes. Voilà. Oui. Voilà. Voici les 3 cartes.
Oui. Alors, donc je répète ce qu'a fait Mélie à côté de moi. C'est qu'au début, elle a regardé les cartes. Donc toi, Amélie, tu as le droit de regarder les cartes. Ensuite, elle s'est retournée pendant qu'on a choisi une carte et échangé les deux autres, d'accord, et mis tout à l'envers. Oui. Ensuite, elle s'est remise à regarder et elle a regardé pendant que je mélangeais. J'ai une question à te poser, Amélie. Est-ce que tu es capable de suivre le déplacement de 3 cartes quand je les fais bouger avec mes mains? Les 3 cartes en même temps? Oui. C'est une On va- question. La réponse, c'est oui ou non. Oh, oui, non, je crois pas, je sais pas. Non. Jamais Est-ce que tu penses qu'une enfant de 5 ans et demi est capable de suivre le déplacement de 3 cartes quand je les fais bouger comme ça? Apparemment, oui, puisque vous y êtes arrivé Non. avec votre. Non. Non, je t'informe, elle ne sait pas suivre le déplacement des 3 cartes. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas le faire. Ah, d'accord. Elle ne sait pas suivre le déplacement de 3 cartes. Mais alors, est-ce que tu es Une capable de seule. suivre le déplacement d'une seule? Oui, Ou vu de que tu viens de deux. le Oui, proposer. d'une seule, bien sûr. Ça, tu sais le faire. Alors, tu sais ce qu'on va faire? C'est que comme tu vas suivre le déplacement d'une seule carte, Oui. tu vas mémoriser la position d'une seule carte. Donc, tu sais qu'il y a l'as de trèfle, de cœur et de pique. D'accord? Quelle est la carte que tu choisis de mémoriser? La cœur, Le cœur. Et le cœur, il est où? au milieu. Il est au milieu. OK. D'accord. Donc maintenant, Amélie, tu vas continuer d'écouter ma voix, mais tu vas arrêter de regarder ton écran. D'accord? D'accord, oui. Donc, Amélie a mémorisé que l'as de cœur était au milieu. Pendant qu'elle a le dos tourné, moi, je choisis une carte. Donc, je la montre, mais je ne dis pas son nom parce que sinon, Amélie, qui m'entend toujours, le saura. Donc, je choisis cette carte-là que je retourne. Et puis ensuite, je prends les 2 autres cartes que je retourne, mais en les mettant, en les échangeant l'une avec l'autre. OK. Amélie, tu peux rouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu avais mémorisé, Amélie? L'as de cœur qui était au milieu. Qui était au milieu. Donc, quelle carte tu vas suivre des yeux? Celle du milieu. Celle du milieu, exactement. Alors, du coup, maintenant, je vais mélanger et ton seul boulot, c'est de suivre cette carte qui est au milieu pour l'instant. Ça marche? J'arrive, Charlotte. Oui, ça marche. Et voilà, il n'y a pas que moi qui ai des gens autour de moi. Et voilà, donc tu suis des yeux et hop, Oui. j'échange. Hop, c'est parti. Hop, 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 hop. Ah bah, c'est pas facile, même une. Hein. Oui. Alors, à ton avis, elle est où la carte maintenant? Ah bah, je pense qu'elle est de nouveau au milieu. Elle est de nouveau au milieu? Oui, je pense, oui, si je n'ai pas été distraite. Alors, je crois que je suis allée trop longtemps, mais moi, enfin bref, peut-être j'ai pas. Mais sauf que, attends, juste une seconde. Non, elle n'est pas de nouveau au milieu. Alors, je vais refaire le truc, d'accord? Je refais du début. Parce que j'ai fait trop de fois, je me suis laissée emporter, ok? Non, c'est Tu moi qui mémorises pas. l'as de cœur au milieu? Oui, ok. Ça marche? Oui. Tu fermes tes yeux? Oui. Donc, moi, je choisis celle-là, comme tout à l'heure. J'échange les 2 autres. Et celle que j'ai choisie, je la mets à l'envers. Ok. Amélie, je vais être moins vache. Donc, tu suis la carte du milieu. Ok. C'est bon? Oui. Tu regardes de nouveau? Oui. Hop, hop, hop. Où est-elle? À droite. Cette droite-là? Oui. Ah oui, 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 à votre droite. Parce que c'est, je sais pas, comme moi, je vois les images en miroir, voilà. Oui, non, Donc ça, c'est ma droite et c'est ta droite. Ouais. Ok. Et donc, du coup, à ce moment-là, normalement, tu la regardes en secret, la carte. D'accord. En secret, c'est avec tout le Mais monde. pas celle qui était au milieu. Donc Ouais, c'est pas ce qui était au milieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu avais le dos tourné? donc, ça veut dire qu'elle a été changée. Attendez. Ça devrait être quoi, normalement, si j'avais rien échangé? Ben, celle de cœur. Ça devait être celle de cœur. Donc, on n'a pas la cœur, on a la pique. Ça veut dire que j'ai échangé quoi avec quoi? Attendez. Hein. Donc, j'avais la cœur au milieu. Ben, la cœur avec la pique. Oui, si j'étais censée trouver la cœur, mais que pendant que tu as le dos tourné, elle a été remplacée par la pique, c'est que j'ai échangé cœur et pique. Et si Donc, j'ai c'est la échangé trèfle. cœur et pique, c'est que j'ai choisi quoi? La trèfle. La trèfle. Et donc, du coup, toi, en regardant cette carte que tu avais mémorisée, en voyant que ce n'est plus celle que tu avais mémorisée au départ, tu es capable de me dire celle que j'avais choisie. Et effectivement, j'avais choisi l'as de trèfle. La trèfle. Donc, Okay. si je remets toutes les cartes à l'endroit, donc que je réexplique comment on fait le tour de magie, on mémorise une carte, par exemple la carte du milieu, ici l'as de cœur, on ferme les yeux. Pendant que les gens échangent, on ne regarde pas. Et ensuite, on va suivre des yeux la carte qui est dans la position qu'on avait mémorisée. Donc toi, tu vas suivre la carte que tu pensais être la carte de cœur. Et à la fin, tu vas retourner une carte. Si tu trouves l'as de pique, c'est que j'ai échangé cœur et pique. Et donc tu dis, c'est l'as de trèfle. Ouais. Si tu vois l'as de trèfle,
c'est que j'ai échangé cœur et trèfle. Et que c'est l'as de pique. Et tu dis c'est l'as de pique. Mais si tu vois cœur, C'est qu'on a choisi le cœur. c'est que le cœur n'a pas bougé puisqu'il est resté à la même place. Il était toujours au milieu après l'échange et donc on a choisi la carte de cœur. Donc, comment on réalise le tour? On mémorise une carte et sa position. On suit cette position des yeux pendant le mélange. On la regarde et ensuite on applique l'algorithme suivant. Donc, vous n'avez plus besoin de revoir les cartes. L'algorithme dit si la carte que je retrouve, c'est la carte que j'avais mémorisée, alors c'est elle. Je peux dire son nom. Donc, si j'ai mémorisé cœur et que je retrouve la carte de cœur, je dis c'est la carte de cœur. Sinon, je vois donc une autre carte. Je dis le nom de la troisième carte. Donc, si je vois trèfle, je dis pique. Si je vois pique, je dis trèfle. Et bien, cette instruction-là, si je vois ça, alors je fais ça. Sinon, je fais autre chose. En informatique, c'est quelque chose de très important. Ça s'appelle une instruction conditionnelle. Je mets une condition et suivant si cette condition est vraie ou fausse, je fais une chose ou autre chose. Et ça, c'est un ingrédient majeur de tous les algorithmes et on utilise ça dès qu'on fait un programme. Voilà. Et donc, voilà comment, avec un algorithme simple, alors ma fille de 5 ans et demi, elle n'a pas trouvé la méthode comme tu viens de le faire, Amélie. Je lui ai donné la méthode et je me suis dit, tiens, c'est rigolo, je suis censée faire ça à la fête de la science. Et si, au lieu de le faire moi, c'était elle qui le faisait. Donc, pour tout vous dire, la première fois qu'elle l'a fait, à part à la maison, c'était un de mes étudiants de 3e année d'université. Et la mâchoire est devenue pendante et sa bouche s'est ouverte très grand parce qu'il s'est rendu compte que lui, étudiant en 3e année d'informatique, donc les instructions conditionnelles, je peux vous assurer qu'il connaît, il s'est fait bluffer par un tour de magie réalisé par une enfant de 5 ans et demi qui dépassait à peine de la table. Voilà. Et donc, avec ce tour-là, on peut montrer deux choses. On peut montrer premièrement qu'avec un petit algorithme tout simple, et quelque chose qu'on utilise vraiment en informatique, on peut faire un tour de magie qui bluffe des gens vachement fort. Donc, ma fille de 5 ans et demi est capable de le faire. J'ai bluffé un collègue qui est élu à l'Académie des sciences en informatique en France. Donc, c'est un chercheur assez, reconnu dans le milieu pour avoir été élu à l'Académie des sciences. Donc, la différence est très grande. Et du coup, être capable de suivre les étapes d'un programme et de les exécuter, ça, c'est une tâche qui, a priori, est assez simple. L'ordinateur, on lui donne une tâche assez simple à faire. Bon, on lui demande de faire des calculs un peu compliqués sur des chiffres très grands. Il est également capable de réaliser ces calculs très rapidement, d'accord, d'en faire beaucoup, mais il ne fait que des tâches élémentaires en les enchaînant les unes après les autres. Alors que réfléchir à comment faire cette chose à l'ordinateur, ça, c'est une tâche beaucoup plus difficile qui demande de la rigueur, qui demande de la créativité. Et cette tâche, elle est et elle restera faite par des humains, d'accord ? Si elles sont faites par des ordinateurs, c'est qu'il y a quelqu'un qui les a programmées pour en programmer un autre. Donc, au début de la chaîne, il y a toujours un humain qui a conçu une liste d'instructions qu'il a donnée à un ordinateur et l'ordinateur a réalisé un programme. Peut-être que l'ordinateur, au final, dessine des choses magnifiques que l'humain ne saurait pas dessiner à la main, mais quand même, ça revient toujours à une suite d'instructions élémentaires qui sont exécutées de manière très précise et très rapide par l'ordinateur. Si l'intelligence est quelque part là, elle est chez l'humain qui a réalisé le programme. Voilà la fin de mes explications là-dessus. Il est 17h02. J'ai tenu à peu près le timing. S'il y a des questions, pour moi, je suis prête à y répondre. Sinon, je vous remercie de votre attention. Voilà. Oui, on peut prendre encore quelques minutes. Hein. Donc, comme ça, vous pouvez noter vos questions maintenant vite en commentaire ou ici dans le Zoom ou sur Facebook. Voilà, il y a Nadine qui disait sur Facebook, c'est une belle explication de l'utilisation d'un algorithme versus la programmation de celui-ci, hein, comme tu viens de l'expliquer, c'est vraiment super intéressant. Voilà. Alors moi, la différence que je fais entre un algorithme et un programme, c'est que l'algorithme, c'est quelque chose qui est formel, qui décrit les étapes précisément, mais que je fais en général pour un humain. Je peux le faire en français, en anglais ou je ne sais pas quoi. Un programme, c'est que je transforme ça dans un langage de programmation, le langage de Scratch, du Python, du C ou quel que soit l'autre langage de programmation que vous voulez, qui du coup va pouvoir être interprété directement par l'ordinateur. Voilà. Mais effectivement, on présente le fait que ces petites étapes élémentaires, ça se présente comme un tour de magie. Donc, je vous informe que ce n'est absolument pas moi qui ai inventé ce tour de magie. Il m'a été présenté par des collègues de la Maison des mathématiques et de l'informatique à Lyon, qui réalisent des activités pour les scolaires et des expositions que les scolaires viennent visiter, dans lesquelles ils se font immerger dans un monde fait de mathématiques et d'informatique. Voilà.
Super intéressant. Bah, le temps, peut-être que ceux qui sont là et qui ont des questions les posent. Je vais mettre le lien alors vers ton site où il y a toute une série de ressources très, très intéressantes. Et donc, je répète pour les gens qui sont arrivés après, les activités dont j'ai rédigé l'explication sont mises en accès sous licence Creative Commons avec attribution. Donc, ça veut dire que vous avez le droit de reprendre mon matériel, vous avez le droit de le modifier, vous avez le droit de le diffuser à vos élèves, vous avez le droit d'en faire la pub à vos collègues. La seule chose que je demande, c'est que vous m'en attribuiez les crédits, s'ils sont à moi, ou aux personnes de qui je me suis inspirée, si jamais c'est le cas. Et voilà, donc de dire que vous avez trouvé ça sur mon site, mais à part ça, vous n'avez pas besoin de me payer un quelconque droit pour réutiliser tout le matériel que je mets à votre disposition, au contraire. Pour certaines activités, il y a des vidéos qui ont été réalisées. Et donc, dans ces vidéos, j'explique l'activité, j'explique l'intérêt informatique. Et aussi, en général, il y a une partie de voir l'activité en situation, donc soit avec des enfants plus ou moins grands, soit avec des collègues non scientifiques avec lesquels j'ai testé certaines des activités. Parce que la plupart de ces activités, ça amuse aussi les adultes, il n'y a pas besoin d'excuses d'avoir des enfants pour faire ce genre d'activité. Parfait. Alors oui, Guillaume nous dit très impressionnant de pouvoir expliquer autant de choses de façon si simple. Oui, tout à fait. Très Merci. Intéressant. Il y a Donc, pas les activités aident. Et de manière générale, alors oui, j'aime beaucoup ça et j'ai l'habitude de le faire, donc peut-être ça se voit un petit peu. Mais pour l'avoir pratiqué, quand je vais à la fête de la science, en général, c'est pas moi qui l'explique, c'est mes étudiants. Donc mes étudiants de l'université en informatique qui ont une expérience en médiation qui est réduite à pas grand-chose, à une pause déjeuner pendant laquelle ils ont appris à faire ces activités. Et en fait, les activités sont super cool. Et je le dis d'autant mieux que le tour de magie, il n'est pas de moi. Et voilà, ça rend facile d'expliquer les choses et ça permet d'expliquer des choses intéressantes et ça attire les gens. Enfin, un tour de magie, bien sûr que les gens veulent savoir le truc, bien sûr qu'ils veulent comprendre ce que vous expliquez pour pouvoir refaire le tour de magie à leurs petits frères ou à leurs parents. Oui, tout à fait. Bah, j'ai mis alors aussi, donc très intéressant ici, et c'était vraiment le sujet de ce webinaire, donc sur comment comprendre cette pensée informatique, l'algorithme et toute une série de choses liées à l'informatique sans ordinateur. Et alors nous, lundi, Code & Play, nous allons proposer un autre webinaire où là, on va voir comment apprendre l'informatique à l'aide de logiciels ou de sites qu'on peut trouver en ligne, très simple aussi. Voilà, c'est un peu l'idée aussi des webinaires qu'on a prévus ici pour cette Code Week. Donc n'hésitez pas, j'ai mis le lien ici en commentaire pour voir les prochains webinaires qu'on organise. Donc celui de lundi où ça va être des outils là numériques mais qui sont très simples à utiliser aussi et que les enfants apprécient beaucoup en général. Et alors mercredi prochain, là, on est sur une thématique un peu différente, mais c'est parler de la mixité en classe, parce que dans l'informatique, il y a peu de femmes présentes, et donc pour nous, c'est important d'essayer de voir aussi, tiens, à l'école, en tant qu'enseignant, quelle est mon influence en fait sur les relations et la dynamique entre les filles et les garçons dans la classe, et est-ce que à ce moment-là, il n'y a pas déjà des choses qui se jouent. Et donc, ça, ce sera avec Isabelle Collet, qui est romancière et chercheuse, qui connaît bien le sujet. Voilà. Oui. Voilà, quand on me dit la mixité en informatique, je pense Isabelle Collet, donc oui, effectivement. Donc, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Marie. C'était vraiment très, très intéressant. Donc, voilà, je pense que tout le monde a vraiment apprécié. Et moi aussi, voilà, j'ai appris de très chouettes choses. Et donc, rendez-vous à tous la semaine prochaine. Je te laisse terminer. Ouais, je veux juste redire un petit truc. L'intérêt aussi de faire ce genre d'activité, c'est que c'est des activités qui ont moins l'air scolaire. Donc là, on travaillait le fait de compter des pixels, par exemple. Il y a plusieurs activités qui travaillent différentes compétences qui sont à travailler en primaire, qui n'ont rien à voir avec l'informatique, mais ça les travaille de manière différente. Et des fois, le fait d'avoir un support concret ou le fait que ça ne ressemble pas à du travail scolaire, ça peut en aider certains ou certaines à se révéler. Et parfois, ceux qui arrivent bien ne sont pas forcément ceux qui étaient les plus, qui avaient le plus de succès sur les activités plus scolaires et qui reprennent gratuitement un boost de confiance en eux dans ce cadre-là. Et ça fait énormément plaisir quand ça se produit. Voilà. Ouais, très intéressant et très chouette conclusion aussi. Donc, c'est un peu l'idée de Code & Play, c'est de rendre cette éducation à l'informatique pour tous. Et donc, si en plus, certains élèves peuvent, grâce à ces activités-là, se révéler et se découvrir une passion, c'est encore mieux. Donc, alors, il y a une petite question.
Voilà, de Delphine qui dit qu'elle n'a pas pu se connecter pour tout. Et donc, oui, voilà, je confirme alors pour clôturer que le webinaire a été enregistré. Et donc, nous allons voilà, je vais découper un petit peu les moments qui ne concernent que le webinaire pour que ce soit un petit peu plus court. Et nous allons le mettre sur notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez le revoir sans souci. Et sur la page Facebook, comme c'était diffusé en direct, il est également disponible, mais en un petit peu plus long. Voilà. Ok, ben merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci Marie, c'était très enrichissant. Et alors rendez-vous lundi ou mercredi pour les autres. Comme ça, les trois seront, je pense, assez complets et sont disponibles si jamais vous n'êtes pas présent parce que vous êtes occupé. Voilà. Et merci à ta fille alors aussi, Marie. Je transmettrai, elle est retournée faire ses activités. Voilà. Et merci à Amélie qui nous a aidés depuis son ordinateur. Oui, tout à fait. Voilà. Et Avec plaisir. Voilà, parfait. Merci Amélie, merci Marie et merci à tout le monde alors. Et à bientôt, bonne fin de journée. À bientôt.